que j'aimerais dire aux spectateurs qui nous regardent, c'est de vous libérer de vos carcans, de vous libérer de vos croyances limitantes, inculquées des petits, inculquées par l'éducation, inculquées par l'école aussi. Et puis de vous nourrir intellectuellement. Ça, c'est le plus important. De ne pas croire tout ce qu'on vous dit, même nous, voilà. D'aller chercher, d'aller recouper les informations, et puis de vous ouvrir à la fois au monde de l'invisible, et puis à la fois au monde palpable qui est là. Et puis, n'ayez pas peur. Parce que 2026 risque d'être une année pleine de surprises, à la fois bonnes et moins bonnes. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance. Vous n'êtes pas seul, déjà. Nous sommes très nombreux. Et puis, essayons d'œuvrer pour le meilleur. Bonjour chers lecteurs, chers auditeurs de Nexus et bienvenue sur notre chaîne. Alors nous rappelons avant toute chose que le magazine Nexus est un magazine papier que vous pouvez trouver en kiosque et en ligne et que seuls vous lecteurs nous permettez de vous proposer du contenu en accès libre comme celui qui va venir. Alors, journaliste indépendante, quand réinformer devient une mission, c'est le titre du livre de notre invitée d'aujourd'hui. Kate, merci d'être avec nous et bienvenue. Bonjour Estelle, bonjour Sylvie, merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie d'être avec vous deux. Ah, c'est réciproque. Que signifie être journaliste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être indépendant? Pourquoi parler de réinformation plutôt que d'information? En quoi ce métier peut-il devenir une véritable mission avec toutes les conséquences que cela implique, y compris sur le plan personnel? Nous allons parler de tout cela ensemble aujourd'hui, en présence également donc de Sylvie Gojard, rédactrice en chef de Nexus depuis quelques années. 20 ans. Et qui a aussi un parcours journalistique atypique. Alors, Kate, je vous montre le livre. Voilà. Pourquoi avoir écrit ce livre? C'est une question un peu classique, mais c'est vrai que... Est-ce que tu as eu un déclic, un moment où tu t'es dit « il faut que je dise tout ça » ? Effectivement. Alors déjà, j'aimerais quand même saluer votre présence parce que c'est un honneur de vous avoir, en fait, d'avoir deux journalistes face à moi. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'important parce que c'est la première fois qu'on me fait un entretien à deux personnes. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Et effectivement, déjà, toutes les questions là, que tu as relevées dès le départ, là, je sens qu'on va échanger, effectivement, on va avoir un vrai échange sur le métier et sur ce qu'il peut devenir. Alors, je suis encore une fois ravie d'être avec vous. Quel est le déclic qui m'a poussée à écrire ce livre? Je vais vous raconter une petite anecdote que je n'ai pas mis dans ce livre, mais j'aurais pu d'ailleurs. C'est qu'il y a quelques années, j'avais déjà écrit un livre. Et c'est pour ça que dans le prologue, je dis c'est peut-être pas la première fois que je me mets à l'écriture. Et ce livre, il y avait des éléments très personnels, il y avait aussi des éléments sur ma carrière. Et j'avais même demandé une préface à quelqu'un d'assez connu. Et au moment de l'envoyer aux maisons d'édition, je vous assure que je raconte pas de blague, au moment d'appuyer sur le entrée, j'écris le mail et tout, mon ordinateur plante, écran noir. Et à l'époque, j'avais un MacBook Pro. Lazare qui est là, j'avais vraiment une vraie machine de guerre parce que je montais dessus et c'était un 17 pouces, c'était une vraie machine de guerre. Je l'emmène chez Apple Store et là, personne ne comprend en fait. C'était pas possible que l'ordinateur s'arrête et je ne pouvais rien récupérer du disque dur. Comme quoi, c'était pas le moment. Et ce livre, je le dis, n'était pas juste. Celui-ci, c'est arrivé... On parle souvent des synchronicités dans la vie et je sais que vous êtes assez sensible à ce genre de choses. Exactement. Et effectivement, on va parler de concours de circonstances. Non, moi, j'y crois pas. C'était du hasard non plus. C'est que c'est arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, et comme j'avais déjà cette expérience d'écriture, je me suis dit, déjà, dans le milieu des médias alternatifs, il
il n'y a pas beaucoup de femmes. On n'est pas vraiment très représentées. En tout cas, on n'est pas nombreuses. C'est ce que j'entends aussi des confrères qui me disent souvent, vous n'êtes pas assez nombreuses. On n'entend pas non plus le discours de journalistes en fait professionnels. On entend beaucoup le discours de journalistes citoyens qui prennent un peu le dessus sur ces médias alternatifs. Et puis moi, quand je suis arrivée sur le média en 442, je me suis beaucoup cachée. Donc là, je fais des efforts de me montrer, certes avec des lunettes de soleil, mais je fais un gros effort. Et je me suis dit, j'ai quand même des choses à dire. Les gens pensent que je suis arrivée comme ça dans le milieu, que moi aussi je suis une journaliste qui me suis en quelque part clamée, autoproclamée journaliste citoyenne, ce qui n'est pas le cas en réalité, puisque j'ai déjà un parcours en fait, un passif, on va dire. Donc j'avais envie d'apporter en quelque sorte une petite pierre supplémentaire à l'édifice que j'avais déjà construit au travers des vidéos. Parce qu'on ne l'a pas dit au départ, tu es anciennement journaliste pour des médias, on va dire classiques, traditionnels, puis tu es passé à des médias alternatifs comme le média 442, et ensuite tu as choisi de créer ton propre média maintenant qui s'appelle Kate TV pour exercer ton métier autrement, dans un contexte de défiance croissante envers la presse. Tu en parles dans ton livre. Peux-tu nous en dire plus sur cette défiance qu'on peut retrouver envers les médias ? Écoute, déjà, dans le livre, je rappelle que cette défiance, mais aussi cette désinformation et cette propagande d'information ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas non plus de la crise Covid de 2020. Même si effectivement elle s'est accélérée, mais en fait c'est beaucoup plus ancien que ça. Et donc je donne quelques exemples de journalistes très connus qui ont fait partie de cette désinformation. Donc en quelque sorte, je montre qu'il n'y a pas d'éthique pour beaucoup d'entre eux, il n'y a pas de valeur non plus dans cette manière d'exercer. Donc c'est vrai qu'on accentue aujourd'hui sur le fait qu'on soit finalement... c'est compliqué pour nous d'exercer librement, mais ça a toujours été, si vous voulez, déjà ça a commencé par une propagande et une désinformation. D'une part, ce qu'on vit actuellement. Et puis d'autre part, concernant la liberté d'expression, là, on est en plein dans l'actualité, puisque on vient d'apprendre que Jacques Beau, par exemple, ou Xavier Moreau, pour ne citer que, sont interdits donc d'entrer en France, ont eu des sanctions par l'Union européenne, et ils ont aussi leurs comptes bancaires qui ont été gelés. Par exemple, pour Xavier Moreau, ses comptes bancaires en France ont été gelés. Donc là, on voit bien pourquoi, parce que ce seraient des agents de propagande du Kremlin. Donc on est vraiment dans une époque à la fois tragique, mais il ne faut pas le prendre aussi de cette manière parce qu'elle est à la fois providentielle pour nous, parce qu'on a tout à construire et tout à reconstruire. Et pour revenir sur la désinformation, je sais qu'il ne faut pas trop en dire de mon livre, mais j'aimerais quand même rappeler 2 faits que j'énonce dans ce livre. C'est une histoire autour de PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, qui était donc le roi du JT du 20h. Et en décembre 91, alors vous imaginez, il est journaliste, ça faisait 10 ans qu'il présentait le JT. Et il part avec son confrère Régis Faucon, ils partent à Cuba pour assister à la conférence de presse de Fidel Castro. Et à ce moment-là, il y a tous les journalistes du monde entier sont là, posent des questions et tout. Et eux, ils se disent, tiens, on va enregistrer, on va faire croire qu'on a eu une interview exclusive de Fidel Castro. Et donc, ils s'enregistrent en aparté, sur place. Ils enregistrent leurs propres questions. Et puis ensuite, ils vont faire un montage en revenant. Ils vont prendre les réponses de Fidel Castro qui répond à des... Tu t'en souviens, Sylvie ? Qui répond à des questions de journalistes étrangers. Ils vont faire un espèce de montage et ils nous annoncent ça aux 20h. Une interview exclusive, donc c'est un scoop d'avoir une entrevue avec Fidel Castro des journalistes français. Et en fait, c'était un montage complet. À quel moment un journaliste professionnel se disant professionnel, qui tous les soirs se met devant, c'était un peu...
C'était papal, hein, c'était la messe quoi, du 20h. On appelait ça la messe du 20h. Et annonce ce genre de choses alors que pour moi, c'est une fake news. Enfin, c'est plus que de la désinformation. Et pour moi, c'est très, très grave. Vraiment. Ça aurait dû être sanctionné d'une manière... Et ça n'a pas été. Ça ne l'a pas été. Et les questions étaient différentes des autres questions qui avaient été posées par d'autres médias, ou Non, c'était juste une traduction parce que... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les réponses de Fidel Castro, donc qui leur convenaient, et puis ils ont adapté leurs questions. Et ils se sont enregistrés. Enfin, il faut le voir, hein, il faut revoir les images. Ils se sont enregistrés comme si, effectivement, ils étaient face à Fidel Castro et que Fidel Castro répondait à leurs questions alors que c'était complètement du bluff. Et là, on ne peut pas faire mieux dans la manière de montrer jusqu'à quel point un journaliste peut finalement manquer à la fois de professionnalisme, d'éthique, de valeur, de déontologie. Là, on peut tout énoncer. Et ce n'est pas le seul. Donc cette anecdote, effectivement, cette histoire illustre les raisons pour lesquelles aujourd'hui la plupart des gens se tournent vers les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y en avait pas, pour aller trouver une autre information et pouvoir débunker ce genre d'affaires. Aujourd'hui, donc tu parles beaucoup dans ton livre de l'évolution du métier. Donc, est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ce genre d'affaires que tu viens de citer ? Alors effectivement, tu soulignes l'émergence des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, effectivement. Les réseaux sociaux ont permis aux gens de s'informer de manière plus rapide. Ça donne de l'information tout de suite. Et ça permet aux gens aussi de consommer. Ce qui peut être effectivement à double tranchant. Et ça permet aussi à des gens de donner de fausses informations. Ça, il ne faut pas le nier. Et dans notre métier, on est confronté à ça. Ça, c'est vraiment notre hantise, en fait, d'être à l'antenne ou d'être face à un papier, d'écrire une contre-information, de désinformer le public. Donc ça, il faut faire très attention. En même temps, les réseaux sociaux nous ont permis à nous de nous exprimer, d'aller beaucoup plus loin, d'être aussi en confrontation avec finalement les médias de masse. On parle alors, j'ai pas parlé de guerre de l'information, mais nous sommes véritablement dans une guerre de l'information qui n'était pas déclarée jusqu'à présent, mais depuis 2020, on se rappelle tous des mots d'Emmanuel Macron le 16 mars 2020 qui nous dit « Nous sommes en guerre à 6 reprises ». Et ça a été en fait le début, les prémices de cette guerre qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Guerre de l'information, mais aussi guerre spirituelle. Ça, j'aimerais l'ajouter parce que c'est aussi un pan de mon livre et un pan de ma vie aussi. Hein. Oui. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas. Et les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Je veux dire, moi, dans mon cas, si les réseaux sociaux n'existaient pas, aujourd'hui, je n'existerais peut-être pas. Ma chaîne ne pourrait pas fonctionner, je ne pourrais pas m'exprimer, on aurait beaucoup moins de visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais en même temps, et c'est... il faut faire attention. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'ils sont pris dans une espèce de surconsommation, et à tous les niveaux d'ailleurs. Hein. L'obésité de l'information, c'est ça. Tout va très vite, tout va très vite. Et c'est quand ça ne va pas assez vite, ils se plaignent et tout. Donc, non. Vraiment, ralentissez ça. Les réseaux sociaux sont notre allié, ça peut être un soutien. Et d'ailleurs, si en face, on nous dit que les réseaux sociaux sont un risque, c'est parce qu'on sait très bien que c'est un merveilleux outil pour nous. Et je fais juste un aparté, Jacques Attali qui vient de faire une vidéo, là, je pense ce week-end. Vous savez, Jacques Attali, c'est celui qui nous annonce à chaque fois le nouveau président. Hein. Il lit certainement dans une boule de cristal, je ne sais pas. Et il a fait une vidéo pour 2026. Il va y avoir 3 grosses luttes contre l'obscurantisme. Rapidement, je vous le fais rapide. La première, c'est contre l'obscurantisme d'extrême droite. Donc, il dit, voilà, l'extrême droite qui soutient notamment l'invasion russe contre l'Ukraine.
l'obscurantisme contre l'extrême gauche qui alimente l'islamisme. Hein. Bon, il nuance quand même l'islamisme en opposition avec l'islam, on va dire, traditionnel. Hein. Et puis, le troisième, les réseaux sociaux. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de vous raconter cette anecdote. Donc, il va falloir lutter contre les réseaux sociaux qui empêchent finalement un peu l'apprentissage des enfants. Il a raison sur ce point, bien sûr. Mais aussi qui alimentent et qui conjuguent à la fois la communication et les fausses informations. Et là, il dit attention aux réseaux sociaux qui alimentent les fausses informations, qui alimentent aussi l'antisémitisme. Donc, il va beaucoup plus loin. Voilà. Donc, vous voyez que pour eux, la 2026, les réseaux sociaux vont être un véritable enjeu et ça va être de nous museler encore plus. Ça, il faut s'y attendre. Et c'est sans surprise. C'est vrai qu'il faut faire attention, même nous, en tant que médias indépendants, on en avait parlé à la rencontre des médias citoyens, faire attention à ce qu'on diffuse. Parce que je me suis rendu compte, même nous, parce qu'on critique les médias mainstream, mais attention à d'abord regarder ce qu'on peut faire nous. Il arrive que certains invités, et en fait je ne leur jette pas la pierre, parce que ça arrive tous les jours dans le JT aussi, donc peuvent dire des choses incomplètes, voire erronées. Donc, et ça prend énormément de temps de vérifier l'information, de leur demander même à eux quelles sont les sources. Et parfois, on pourrait se dire, au nom du contenu, bon allez, ça engage que sa parole, on laisse passer. Sauf que, moi, il m'est arrivé parfois d'avoir des coupes à faire, parce que ça aurait complètement discrédité le message qui était vrai de la personne, qui était vraiment utile, qui était bénéfique de l'interviewer. Donc attention aussi, nous, de pas répandre des fausses informations. Ça, c'est très, très important. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Mais je me souviens très bien en plus de ton intervention à Nohant-en-Grasset, puisqu'on n'a pas pu faire notre conférence à Vierzon. Et effectivement, tu as raison sur ce point-là. Et tes propos sont vraiment très justes. On est vraiment, quelque part, je l'ai dit, on est les garants de l'information, on est aussi les sentinelles du peuple, comme le dit Étienne Chouard. Et à ce titre, on a vraiment un grand rôle à jouer. Et il faut faire très attention. Récemment, on a vu ce qui s'est passé avec les agriculteurs en Ariège. On a eu une espèce d'effervescence des médias, à la fois des médias de masse et les médias aussi indépendants, alternatifs, qui se sont emparés très rapidement de ces images, de ces informations. Et moi, j'ai voulu faire... Je m'attaque jamais à l'actualité, parce que l'actualité pure, c'est vraiment anxiogène pour moi qu'il est traité. Donc c'est vrai que j'ai du mal. Mais là, j'ai tenu à faire un petit sujet en soutien aux agriculteurs, à nos paysans de France. Et donc j'ai eu un agriculteur, j'ai eu un ancien gendarme, donc Philippe Grégoire et François Dubois. Et puis, j'ai eu aussi au téléphone Pierre-Guillaume Mercadal. Et moi, je voulais absolument savoir s'il y avait bien eu 7 ou 9 gendarmes qui avaient baissé le casque ou... Et lui n'était pas capable de me répondre, Pierre-Guillaume, il n'était pas capable de me répondre. Alors certains m'ont dit, oui, mais on a vu les images de toxins. Ok, moi aussi j'ai vu les images de toxins. Mais sauf qu'on ne voit pas vraiment parce qu'il fait noir, puis après on les voit se relever, et puis combien il y en avait. Et donc je fais une espèce d'introduction et je dis, attention, donc j'utilise le conditionnel parce que je ne suis pas certaine de ces informations. Et puis, faisons attention parce que moi je ne veux pas faire le jeu aussi des médias de masse à désinformer, à vous dire « Ah oui, c'est super, il y a eu 7 gendarmes qui ont baissé leurs boucliers. » Alors que je n'étais pas sur place, je n'ai pas les moyens d'envoyer une équipe. Enfin, il faut aussi que les gens comprennent ce que tu viens de rappeler, c'est qu'une information, pour la vérifier, des fois on est obligé d'aller sur place ou d'avoir des correspondants, peu importe, mais ça demande de l'investigation. Donc, attention avec tout ça, ça va très vite en fait, une information ça part très très vite, c'est un peu comme le téléphone arabe, je ne sais pas si ça va pas être mal interprété de dire ça, mais effectivement ça peut vraiment très vite partir dans tous les sens. Alors surtout qu'il y a vraiment un 2 poids 2 mesures par rapport au fact-checking,
Nous, il suffit qu'on dise quelque chose d'un peu approximatif ou allez, les fact-checkers se réveillent. Alors que tous les jours, il peut y avoir aussi des mauvaises informations qui sont diffusées sur les grands médias. Moi, je me souviens, à l'époque du Covid, c'était l'exemple que j'avais cité l'autre jour aussi, il y avait le ministre de la Santé qui disait que seulement 500 soignants avaient été suspendus. Je m'étais dit, ah bon, seulement 500 ? Alors, j'avais contacté le ministère de la Santé, demandé, alors, je ne sais plus quelle institution, plusieurs. Il y en a une qui me répond qu'il y a tel pourcentage du personnel qui a été suspendu. Alors, je dis, oui, mais tel pourcentage, mais est-ce que vous pouvez me dire tel pourcentage de combien ? Parce que si c'est 500, alors je faisais les calculs, je dis, ça voudrait dire donc, si vous dites que 500 c'est tel pourcentage, il n'y aurait que tant de soignants. C'est pas... Alors finalement, j'avais réussi à obtenir le chiffre et c'était pas bon. 500, c'était vraiment loin de la réalité. Mais ça va pas être relevé par les fact-checkers. Donc, d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, c'est super de faire ce travail, moi je trouve, de vérification. Vraiment, continuer, mais peut-être vérifier aussi les médias mainstream, voilà, qu'on soit tous traités au même niveau. Mais ces fact-checkers sont déjà, en fait, ils sont instrumentalisés, ils sont mis là, ils ont été créés pour nourrir finalement une partie de la désinformation et de la propagande. Ça, il faut vraiment le souligner. Juste un exemple. On parlait du premier congrès des médias indépendants à Vierzon. On a eu plusieurs articles dans le Berry, mais il y a eu aussi une interview de Tristan Mendes France qui a parlé de nous. Donc on l'a, je ne sais plus quel est le quotidien qui l'a interviewé, donc en tant que spécialiste, finalement. Voilà, exactement. Et tu peux rappeler qui c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce monsieur ? C'est un des fact-checkers, tu sais, au même titre que Rudi Reichstadt. Le fils de Jean-Paul Huchon, c'est Thomas Huchon, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont des organismes qui font partie, je crois, de Conspiracy Watch, donc, qui est un espèce d'organe qui est là pour surveiller un peu tous les médias complotistes que nous sommes, bien entendu. Et qu'on sollicite régulièrement d'ailleurs et qui ne viennent jamais à notre rencontre. Ça, mais c'est très difficile. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on l'interviewe, il parle de nous sans nous connaître, sans avoir demandé à nous rencontrer. Ça fait des années que Marc Daoud cherche à le... Mais venez, mais rencontrons-nous, mais on ne demande que ça. Aussi bien, ça va déminer plein de choses. Mais bien entendu, on aurait besoin de discuter et d'échanger. Et on n'est pas finalement les si méchants complotistes qu'on veut faire croire à tout le monde. On n'est pas des homophobes ou des antisémites. Parce qu'ils le croient et parce qu'ils veulent continuer à le croire. Donc, ils n'ont aucun intérêt à nous rencontrer. Oui, mais peut-être que l'un d'entre eux nous entendra aujourd'hui et se dira nous sommes ouverts à la communication, au dialogue, à l'échange d'informations. Peut-être que nous, on pourra vous éviter de faire certaines erreurs. Peut-être que vous pourrez nous éviter de faire certaines erreurs. Coopérons. Non, mais des fois, j'ai envie de dire coopérons. Je suis peut-être naïve, mais... Ton appel est lancé. C'est pas possible que... Parce qu'on critique beaucoup les journalistes des médias mainstream, mais je me dis, mais c'est pas possible. J'ai envie qu'on arrête aussi un peu les clans. De dire, nous, on a la vérité, on sait tout, et eux, en face, c'est les méchants, comme ils font avec nous. Et on est en guerre, tu parlais de guerre, mais comment on pourrait... Mais dans le milieu... pacifier tout ça, selon toi ? Dans le milieu, c'est quand même une espèce de clan, dans le milieu quand même, des journalistes. Ça, on ne peut pas le nier. Et surtout dans le milieu de l'audiovisuel. Donc moi, bien sûr que j'aimerais débattre et échanger en toute bienveillance avec toutes ces personnes-là. Mais il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces journalistes-là de plateau, que l'on voit souvent, il y a quand même quelque chose qui les caractérise. Et là, je vais peut-être être un peu méchante, mais c'est le mépris. Donc, ils ont beaucoup de mépris pour nous. C'est ça. Et ça, il ne faut pas le nier. Ça, tu l'écris très bien dans ton livre. Et c'est une réalité. Donc, nous, on est là, on veut bien échanger. Tu vois, tu parles avec toute la bienveillance qui te caractérise.
Et je te rejoins complètement sur ce point. Et j'aimerais tellement, effectivement, qu'on puisse débattre en bonne intelligence avec eux. Mais seulement pour eux, on est quasiment insignifiant. Et puis n'oubliez pas que pour eux aussi, nous ne sommes pas de vrais journalistes. Donc c'est ça aussi. D'ailleurs, j'avais envie de te poser... Même des journalistes de formation comme toi, professionnels. Mais pour eux, nous ne sommes pas des journalistes. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta formation, justement, et par quoi tu as commencé, et ce que tu as pu observer dans tes débuts? Alors, je vais pas tout dire parce qu'il y a un moment aussi où je dirais peut-être d'autres choses. Donc, c'est vrai que je cache beaucoup de choses. Ce que j'explique simplement, c'est que ce désir de devenir journaliste, c'est quelque chose qui m'a animée dès le lycée, en fait. Voilà, j'avais profondément envie de devenir journaliste. Je faisais déjà partie du journal du lycée. J'étais très impliquée et pour moi, c'était comme une évidence. Et puis, il y a eu une actualité en particulier dont je ne peux pas non plus... Voilà, c'est un peu compliqué quand même de parler quand on essaye de dissimuler des choses. Et donc, j'annonce ça à mes parents. Je dis, voilà, moi, je veux devenir journaliste, mais pas n'importe quel journaliste. Je veux devenir reporter de guerre. Ah. Parce que pour moi... le journaliste, c'était celui qui était sur le terrain. Et puis, à l'époque, il y avait beaucoup d'événements, de tristes événements. Et j'avais envie d'aller sur le terrain avec une caméra, avec le casque et dire, voilà, je vais interviewer les gens qui souffrent et montrer la réalité sur le terrain. Et là, j'ai eu un stop de mes parents qui m'ont dit, hors de question. Déjà, journaliste, non. Et en plus, reporter de guerre, alors là, il en est hors de question. Donc, j'ai changé de plan, je suis allée à la fac, et puis j'ai fait comme si, voilà, je suis allée à la fac et j'ai terré ça, en fait. J'ai dit à personne que mon profond désir, en fait, il continuait d'être là. Et puis ensuite, après avoir fait la fac, je suis entrée en école effectivement de journalisme. Et je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents, parce que ça a été quand même la douche froide pour eux. Et en école, sincèrement, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise parce que j'étais avec des élèves dont les parents étaient soit journalistes ou soit... Moi, je viens d'un milieu très, très modeste. Donc, mes parents ont fait de très courtes études. Donc, on n'était pas sur les mêmes classes sociales. Et puis, il y avait des professeurs aussi avec lesquels, surtout en presse écrite, faut que je le dise, moi, je détestais ça. Je détestais la presse écrite. C'était fou. Et oui, donc on était dans un autre milieu. D'ailleurs, je raconte même une anecdote sur le directeur de l'école qui à l'époque, nous raconte qu'il allait, quelques années auparavant, chez Saddam Hussein. Donc, vous voyez le milieu dans lequel j'ai un peu évolué, qui est complètement différent du mien. Et bien sûr qu'en école de journalisme, on vous enseigne les bases, c'est très très bien. On a besoin de ces bases. Moi, contrairement à d'autres, je dis on a besoin de ces bases. Parce que ces bases-là, finalement, elles ne s'apprennent, elles ne sont pas innées. Vous avez peut-être la passion du métier. Là, je parle aux journalistes citoyens. Vous avez peut-être la passion du métier. Mais il y a des codes, effectivement, qui sont comme ça, qu'on s'apprend. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. Mais les codes d'écriture, par exemple, ça va de soi. Les codes aussi pour présenter le JT, par exemple, ou pour faire un flash d'information en radio. Je me souviens qu'à l'école, par exemple, en radio, on vous apprend où mettre l'intonation. C'est un peu comme le théâtre, où mettre l'intonation, comment respirer. Et puis, quand vous écrivez vos petites brèves radiophoniques, vous mettez des espèces de bâtons. Donc, il y a vraiment quand même, on va dire, on acquiert quelque part une expertise, quelque part. Voilà, il y a quand même quelque chose. On peut pas non plus... aussi ce phrasé un peu stéréotypé qu'on retrouve chez les journalistes. On me le dit en ce moment, on me le dit, c'est vrai qu'elle a un peu le type de la journaliste. Oui, le phrasé, c'est vrai, mais c'est plus fort que moi, finalement. Je le fais pas exprès, en fait. Je le fais vraiment pas exprès.
Par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'a étonnée dans ton livre. Tu expliques que dans tes études de journalisme, on ne parlait pas de la charte de Munich. La première Or, c'est année, en quelque tout cas. chose- Voilà, Ouais. c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti à travers les médias citoyens. Comment tu expliques ça? J'ai été très étonnée justement parce que c'est vrai qu'on l'entend chez aucun de journalistes professionnels brandir la charte Non. de Munich. Je ne l'ai jamais entendu. Et là, Oui. c'est vrai qu'au sein des journalistes citoyens, c'est la première des choses. Donc c'est étonnant en même temps. Oui, il faut la connaître, il faut l'avoir lue, effectivement, mais en même temps, je rappelle que, je ne sais pas, quand on a un invité face à soi, est-ce que réellement, on se dit « Ah, est-ce que je coche toutes les cases ?» Est-ce que quand on va en reportage, est-ce qu'on se dit « Ah, je coche toutes les... » Je ne pense pas. Là, c'est vraiment à l'appréciation, en fait, de chaque individu. Et c'est aussi ce que je rappelle aussi, c'est que j'ai eu un début où j'avais vraiment cette manie, cette manière de faire, d'exercer qui est typique finalement à tous les journalistes que l'on connaît des médias dominants. Et puis petit à petit, la vie vous rattrape et la vie fait que vous avez envie d'exercer autrement votre métier et que vous y mettez un peu plus d'éthique, que vous y mettez beaucoup de bienveillance, que aussi la part d'intégrité, la part d'authenticité, c'est ce qui fait que votre travail va être encore meilleur, que votre invité aussi, face à vous, va se donner encore plus et que quelque part, vous allez faire ressortir le meilleur de ce qui existe en lui. Et ça, moi, je l'abandonnerai plus pour rien au monde. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de prix. On voit à quel point tu as fait évoluer ton métier pour qu'il soit au plus juste de ce que tu appelles, d'ailleurs, le mot valeur revient énormément dans ton livre, hein. Être fidèle à tes valeurs, ça t'a amené à faire évoluer beaucoup ta pratique et ton éthique qui est au cœur de ta démarche. Oui, parce que j'ai pas été souvent bienveillante au tout début, même si dans ma présentation de JT, oui, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé des fois de me retrouver face à des personnes où j'ai été beaucoup plus sur le ton incisif, parce que c'est ce qu'on vous apprend finalement, c'est ce que vous voyez aussi au travers de tous les entretiens qui sont menés sur les chaînes de télé. Est-ce que tu animais des JT pour quel média? C'était quoi comme... Je ne peux pas le dire, forcément. En tout cas, c'était un média... C'était un petit média, un petit média, mais pas forcément alternatif. Non, mais à l'époque, de toute manière... Sur Internet, on ne peut pas te voir présenter un JT. Non. Et tu expliquais d'ailleurs qu'à l'époque, tu attendais l'information anxiogène ou un petit peu trash. Justement, tu disais, ça va faire monter l'audience. Tu es passé par ça, tu as connu ça, cette adrénaline. Bien sûr, j'ai connu ça et c'est assez honteux, mais je pense que actuellement, tous les journalistes qui présentent les JT ou les chaînes d'infos en continu, tu vois, les rédacteurs en chef regardent avec quelle une ils vont pouvoir ouvrir le JT. Enfin, malheureusement, c'est logique. Avec le recul, on trouve ça complètement insensé. Et, se nourrir et se réjouir quelque part de la détresse, de la tristesse d'autres personnes, c'est horrible finalement avec le recul. C'est quelque chose... Aujourd'hui, si on me demandait, je pourrais plus le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors nous, en tant que journalistes indépendants, on a rencontré pas mal de gens qui ont souffert suite, par exemple, à la vaccination Covid, des victimes des vaccins, ou autres raisons d'ailleurs. Et c'est vrai que parfois, ça suscite beaucoup, beaucoup d'émotions. Et tu parles des émotions dans ton livre, c'est ce que tu me disais hier, Sylvie. On a échangé là-dessus. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, c'est quoi ton point de vue sur le journalisme et l'émotion? Tu dis qu'il faut pas se laisser envahir par les émotions, ou comment tu tournes? Alors, oui. Je peux même te citer. Bien sûr, je me souviens très bien de ce passage. Voilà, tu dis, le bon journaliste doit mettre de côté toute émotion, seul le factuel compte. Et là, j'avais envie de t'entendre parce que moi, je ne partage pas du tout cette vision. Et donc, ça m'intéresse. Je vais m'expliquer. Oui, je vais m'expliquer. Ça, c'était dans le cadre de l'investigation
Et par rapport aussi à l'objectivité qu'on a ou pas dans le métier. Moi, je pense qu'on n'a pas d'objectivité. Qu'on est très rarement objectif parce que c'est compliqué On pour nous. essaie pourtant. Voilà. Hein. On tend vers. C'est très mais c'est compliqué parce qu'on part déjà avec une idée, avec certainement des a priori. Et donc, dans ce passage-là, quand je dis qu'il faut rester sur le factuel, c'est quand on fait, par exemple, une enquête. Voilà. On prend le Covid, la vaccination. On va aller voir à la fois les personnes qui sont victimes des effets indésirables, des injections. On va aller aussi, peut-être pour que ce soit une vraie enquête, aller voir les médecins qui étaient pour. Et donc, c'est à ce moment-là où je dis, il faut mettre de côté les émotions. Moi, je suis une éponge. Je suis réellement une éponge. Ouais, je suis une hypersensible et c'est compliqué pour moi quand j'écris ce... Mais pour être le plus neutre possible, parce qu'on est souvent taxé de complotiste. Et donc, c'est pour montrer que nous aussi, dans notre métier, même si on est des journalistes indépendants, on fait très attention à l'information que l'on va transmettre. Et donc, sur le coup, on met les émotions de côté. Même si moi, dans mes interviews, si vous écoutez, je le fais très rarement. Hein. Voilà. Je me sens prise par l'autre personne en face. Et en plus, pour avoir été sur place l'année dernière, c'était compliqué. Ça a été compliqué de les voir comme ça, aussi lourdement touchés, de voir aussi ces cercueils qui étaient mis à l'entrée. Estelle, tu te souviens ? Moi, ça m'a vraiment pris au cœur. Ça a été terrible pour moi. Mais en même temps, il fallait faire un sujet. Voilà. Et donc, c'est ça. On est bien d'accord, oui. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut vraiment tendre à être le plus objectif possible et à savoir mettre ses émotions de côté. Mais on est bien d'accord qu'il n'est pas question de se couper de soi. Pas du tout, parce que je le dis après que voilà, Dans les pages suivantes, j'explique qui je suis et j'explique l'intuition, ce précieux sixième sens qui m'accompagne. Et donc, pas du tout. Mais dans le cadre où on exerce notre métier, c'est important. C'est important. Pourquoi j'ai voulu le rappeler ? Parce qu'en face... On ne rate pas. Oui, puis souvent on est traité de charlatans un peu, hein. Donc comme tout à l'heure je disais, on n'est pas de vrais journalistes pour eux. Tu sais, ça m'a fait penser à ce sketch génial de Dieudonné, mais qui a au moins 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas, où il caricature un journaliste. Tu vois pas cette... Non, je vois pas, mais... Voilà. Et là, vraiment, il caricature le fait que non, il n'a absolument d'opinion sur rien, même sur ses enfants, même sur... Non, mais... Il veut être absolument objectif. Il est absolument objectif. C'est complètement caricatural. Et ça, je pense que c'est important quand même de sortir de cette idée que le journaliste est quelqu'un qui se coupe de son cœur pour pouvoir traiter un sujet. Voilà. Mais tu as complètement amené la nuance qu'il fallait pour qu'on comprenne bien ça. Parce que c'est vrai qu'autour de nous, on nous croit forts en tant que journaliste. Et quand tu commences à discuter avec... là, on côtoie plus les journalistes indépendants. Donc après, les autres, ça doit être pareil. Mais à quel point ça peut venir jusque dans notre cœur, jusque dans notre cerveau, jusque... tous les jours. Même, on ne se dit pas, tiens, là, je vais faire 4 heures de journalisme, hop, et puis là, je passe à autre chose. Quoi, j'essaye, moi, en tout cas maintenant, de fermer la porte. C'est quelque chose qui nous habite tout le temps. Et la nuit, on peut avoir des idées de sujets. Quand on a rencontré quelqu'un qui a souffert, moi, des fois, je pleure toute seule. C'est vraiment un métier très prenant. C'est peut-être sûrement les médecins, ça doit être pareil. Ils peuvent pas se dire, tiens, le soir, je pense pas du tout à mes patients. Ou alors, peut-être au bout d'un certain nombre d'années, ils doivent pour se protéger. Moi, je connais des thérapeutes qui insistent beaucoup là-dessus. Voilà. C'est de savoir quand le patient a passé a sorti de ton cabinet, il n'existe plus. Sinon, tu peux pas continuer à travailler. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que journaliste, c'est une manière d'être au monde qui ne s'arrête jamais, en fait. Moi, tout ce qui m'arrive comme information, même la moindre rencontre, est pour moi une nourriture à un prochain sujet. Tout de suite, ça se transforme en potentiel sujet, parce que tout est tellement intéressant
à examiner, à observer, avec ce pas de côté qu'on aime avoir à Nexus d'ailleurs. Et d'ailleurs, quels sont les sujets, toi, que tu aimes traiter maintenant? Parce que tu dis que l'actu, maintenant, Alors, dans Kate TV, alors, est-ce que ce sont les mêmes sujets que tu traitais dans le Média 442 ou certains oui, et puis maintenant il y en a des nouveaux? C'est quoi ta ligne éditoriale? C'est une question qu'on me pose souvent, la ligne éditoriale. J'aime bien, Je n'ai ça. pas de ligne éditoriale, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de casser les codes peut-être. Mais ce que je fais, c'est tout simplement ce que j'ai fait sur le Média en 442, parce que la chaîne YouTube, quelque part, je l'ai façonnée. J'ai eu cette liberté de la façonner de A à Z avec mon collègue Rudy. Donc à deux, on a porté à bout de bras cette chaîne YouTube, et du coup je reprends en fait ce que je sais faire et ce que j'ai aimé sur Kate TV, hein, tout simplement. Donc oui, je le dis, hein, j'aime traiter des sujets géopolitiques, ça c'est quelque chose que j'aime faire et j'ai pas envie d'abandonner, même si ça peut être effectivement un peu anxiogène, mais tout est lié finalement. Pour moi, tout est lié. C'est lié aussi à la spiritualité, ça, ce sont des thématiques aussi qui sont chères à mon cœur. Et puis oui, tout ce qui est un peu santé, mais c'est compliqué, Sujet de conscience. Exactement. Je viens de faire un live de plus de 5 heures avec des voyageurs, hein, Ouais. que Sur les sorties tu de corps. connais, oui, que tu connais. Donc effectivement, voilà. Marc Auburn. Eh oui, il y avait Borvo, Marc Auburn, et puis 2 femmes, Laïka et Maria. Donc ça a été plus de 5 heures de live, hein, ça a été intense. On parlait des heures de travail. On n'a pas d'horaire de travail. Moi, j'ai pas d'horaire de travail. On fait pas 35 heures par semaine, c'est pas vrai. Quand c'est un métier passion, c'est quelque chose qui vous porte. Alors justement, Oui. Alors, on a envie de poser des questions. oui, Alors, aussi bien ça va être la même, retourner. peut-être. Peut-être justement, j'aimerais bien qu'on aborde la dimension spirituelle de Ah ben voilà. On est d'accord. Oui. Parce que donc tu parles de ta foi, tu ne t'en caches pas, et même c'est quelque chose dont tu aimes parler finalement. J'ai vu dans différentes interviews. Et il y a une formule que tu reprends d'une amie qui dit « Je ne crois pas en Dieu, je sais ». Et tu te l'attribues. Donc, on avait envie de savoir comment tu vis ta foi et comment elle imprègne ton travail finalement. Et regardez bien la couverture, hein. Nous avons beau gosse, ailé. C'est vrai qu'il est beau. On a envie de se réfugier sous ses ailes. C'est vrai qu'il est beau. Hein? C'est Tu vas Saint-Michel. nous en parler de Saint-Michel, ouais, du coup. Pourquoi je l'ai choisi ? Alors, oui, on peut passer Par exemple. On peut commencer par lui. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est l'archange, hein, l'archange Michael ou Saint-Michel au choix, comme vous le souhaitez, qui est le protecteur des guerriers, qui lutte contre le mal pour le bien. Et puis, comme on est dans une guerre de l'information, quelque part, on est un peu des guerriers, hein. On s'est transformé en journaliste de guerre. Donc pour moi, c'était important de l'avoir sur la couverture du livre. C'est notre protecteur à nous, les journalistes indépendants. Et puis de remplacer son glaive par ce micro. Voilà, ce micro un peu à l'ancienne. Ma foi... pour reprendre les propos de cette amie, effectivement, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi je sais que Dieu existe. C'est comme ça. Après, j'explique. Hein, alors, bien sûr, ce n'est pas le moment de tout dire, parce que sinon, on va se dire déjà qu'on dit que cette journaliste est assez perchée. Donc, je ne peux pas trop en dire non plus, tu vois. Je pense que je fais assez d'émissions dans ce sens pour éviter d'en dire un peu plus sur moi. Mais je raconte, par exemple, ma première expérience avec mon ange gardien. Et je raconte ce précieux 6e sens qui m'accompagne à chaque instant. Et tu parlais des rencontres, et c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime rencontrer, mais même rencontrer aussi des inconnus. Ma vie, c'est ça aussi, c'est que à l'extérieur, je parle aux inconnus, ce qui embête parfois mes enfants, qui me disent « mais tu parles trop avec les gens ». Mais en fait, les gens viennent à moi, entament des conversations, et puis... Tu fais partie de ces gens à qui on raconte sa vie et on ne sait pas pourquoi. Après, pourquoi je t'ai raconté ça ? Parce que
Voilà. On a envie c'est de, comme ça. de se confier à toi. Et moi, j'aime ça. J'aime ça parce que je trouve que c'est ça la vraie vie en réalité. On abordait tout à l'heure les journalistes de plateau. Pour moi, ils sont totalement hors sol. Moi, je me sens beaucoup plus proche du peuple, des citoyens français. C'est ça la vraie vie. Les vraies préoccupations, leurs vrais problèmes. Voilà. Moi, je me sens plus proche de n'importe quel citoyen lambda, tout simplement. Je crois que la devise de ta chaîne, c'est un média par le peuple, pour le peuple. Non, ça, c'était le média en 4-4-2. Bon, alors ça, on coupera. Ça, c'était le média en 4-4-2. Okay. Et donc, on parle beaucoup de guerre spirituelle actuellement, hein, puisqu'on aime bien le mot guerre. Hein, mais bon, est-ce que toi aussi, tu considères qu'on est dans une guerre spirituelle, toi qui toi-même as une vie spirituelle? Mais je pense qu'on est effectivement dans une totale guerre spirituelle en ce moment, Ouais. bien sûr. C'est quelque chose. On veut nous couper, en fait, au nom de la laïcité, on veut nous couper de toute spiritualité. Or, l'homme, l'être humain, a besoin de spiritualité, de ses valeurs, parce que quelque part, ça va de pair. De la prière aussi, malgré ce qu'on peut croire, la prière a une résonance beaucoup plus puissante que de se dire non, je ne prie pas, je ne fais rien. Et effectivement, au nom de la laïcité, vous voyez récemment, là, parce qu'on enregistre, on est dans les périodes des fêtes, et il y a eu plusieurs mairies qui ont été interdites de mettre dans les halls d'entrée des crèches de Noël. Ah, Par exemple, ça s'est passé à Asnières-sur-Seine. C'est la Ligue des droits de l'homme qui a mené ça au tribunal administratif pour interdire, et il y en a eu plusieurs. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la femme. Mm-hmm. On a beaucoup parlé de la journaliste, donc peut-être on pourra y revenir, mais tu fais à plusieurs reprises dans ton livre un parallèle entre la rupture professionnelle, le moment où tu dis stop, et tu l'as fait plusieurs fois, où tu sais rompre, couper et passer à autre chose avec tous les risques que ça comporte. Et pareil avec le couple. Tu fais un parallèle, par exemple, entre le moment où tu as réalisé le mensonge Covid et le mensonge dans ton couple. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vois cette résonance ? C'est une question bien profonde, dis donc. On a 4 heures, hein, donc ça va. alors justement, non, il nous reste 10 minutes. D'accord. Alors, je vais essayer d'aller vite. Alors, comment allier le côté Covid avec la vie personnelle ? D'abord, dans la vie personnelle, forcément, il y a tout un cheminement qui s'est passé à la fois dans ma carrière professionnelle et puis forcément qui a impacté ma vie personnelle. Donc, quand le Covid arrive, si tu veux, déjà, moi, ça faisait quelques années que j'avais déjà des éléments qui me permettait de me dire là, il y a des choses à revoir, comme dans ma carrière professionnelle, voilà. Et donc, quand le Covid arrive, et ça, j'en ai discuté avec plein de personnes, c'est que ça a levé un voile, effectivement, mais réellement. Alors, les gens peut-être ne comprennent pas, mais je sais que les spectateurs de Nexus comprennent très bien. Et ce voile, je ne l'ai pas voulu. J'ai quelqu'un qui m'a... Alors, beaucoup d'hommes, étonnamment, se sont reconnus dans mon histoire. Des hommes qui ont un certain âge. Beaucoup d'hommes se sont reconnus dans mon histoire. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé la citation de Jean de La Fontaine qui dit... Alors, comment c'est ? On rencontre sa destinée souvent par les chemins que l'on évite. Oh. Et il m'a dit, ça résume... On en parlait ce matin au petit déjeuner. C'est vrai. Oui. Ça résume, il m'a dit, ça résume totalement ton livre. Et je trouve que cette citation est incroyablement juste et effectivement, elle me correspond. Parce que toute ma vie, en fait, j'ai voulu éviter. C'est ça. J'ai voulu faire un peu comme les autres. Ouais. J'ai mis des œillères sur tous les pans de ma vie. Et puis finalement, le Covid est arrivé et je vais vous raconter quelque chose de très personnel que seuls mes proches connaissent. Merci.
On nous dit que le Covid est arrivé en mars 2020. En réalité, il est arrivé en France beaucoup plus tôt. Il a dû arriver vers le mois de novembre, octobre ou novembre 2019. Moi, en décembre 2019, j'attrape le Covid, mais on ne sait pas que c'est le Covid. C'est le 30 décembre 2019. J'ai une fièvre, mais vraiment. Alors, tous ceux qui racontent les effets, j'ai vraiment eu ça. À tel point que je suis obligée de dire à mes parents de prendre mes enfants parce que je veux surtout pas les contaminer ni quoi que ce soit. Et le médecin ne vient que donc le lendemain. J'appelle le 15 et j'appelle très tôt le matin. Le médecin n'arrive qu'à 22h. Il me dit, c'est une journée de folie, je ne comprends pas, la grippe de cette année, je ne comprends pas. Je viens d'aller déclarer un décès. Vous imaginez, il arrive chez moi, il me dit, je viens de déclarer un décès qui a eu lieu ce matin à 8h. Et vous savez, quand vous avez beaucoup de fièvre, en plus avec tous les symptômes qui arrivent, vous délirez un peu. Puis il me donne un traitement de cheval, hein, je vous le dis, hein, un antibiotique que je n'avais jamais pris, qui est vraiment très, très puissant. Et vous délirez. Sauf que je ne sais pas si c'est du délire ou pas, mais clairement, j'ai des messages qui me disent maintenant, tu vas décider. Ou bien tu continues comme ça. Et donc ta vie, clairement, on te l'annonce. Et tu vas mourir aussi. Ah, j'ai des frissons. Voilà. Ou bien tu décides de changer. Du tout au tout. Ça va être dur. Mais tu peux le faire. À toi de choisir. Et là, bien sûr, vous vous dites c'est la fièvre, c'est pas la fièvre. Et donc quelques mois après, il se passe ce qui se passe. Oui. Et j'ai le voile qui se lève. Et je prends cette décision qui est terrible, à la fois pour mes enfants, à la fois pour la famille, pour tout, mais qui est tellement salvatrice pour moi. Et aussi aujourd'hui, pour finalement même le papa de mes enfants. Et pour mes enfants aussi. Et donc dans la vie, des fois, c'est vrai, on pense ne pas avoir le choix. On pense qu'il est préférable de rester dans le déni. Mais non. Il faut toujours écouter son cœur. Le cœur ne trompe jamais. On parlait des émotions tout à l'heure. Alors, ne pas se laisser envahir par les émotions, mais le cœur ne trompe jamais. Et puis, on a toujours notre petit ange gardien qui est là, qui nous aide, qui nous conseille. Et puis, les archanges et Dieu au-delà, voilà. Il faut y croire. Moi, j'y crois, je sais. Et c'est ce qui m'aide au quotidien, même si la vie n'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est facile, d'accord ? On a des défis à relever, c'est pas simple. Et justement, on voulait parler de ça aussi, de te demander aujourd'hui, parce que les choix qui t'ont amené à créer Kate TV, au niveau matériel, au niveau concret, ça te met dans une situation... bien sûr, c'est encore un risque, mais bien sûr, c'est encore un précaire, on risque. peut dire même. Pourquoi pas, oui, aussi, Et, bien sûr. Et on voulait bien sûr. Quels seraient tes besoins aujourd'hui ? Et comment, par exemple, ceux qui nous écoutent peuvent aider ? Parce que c'est vrai que ce qui me vient aussi, c'est que avant, on payait son journal. On allait acheter son journal, on le lisait. C'était normal de payer l'information. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est tellement accessible, gratuite. Alors, quand on refuse la publicité, quand on refuse les subventions par certaines personnes pour pas qu'elles nous influencent, quand on veut rester vraiment, parce qu'on n'a pas abordé cette question vraiment de l'indépendance, finalement, qu'est-ce qui nous reste pour vivre à part les lecteurs ? Chez Nexus, c'est grâce à vous, lecteurs. On le rappelle, c'est grâce à vous qu'on existe. Pas de subvention, pas de pub. Donc, même des médias comme toi, à part donner, mais ne serait-ce... Imaginez que vous soyez 10 000... Je dis ça, à donner 1 euro par mois pour des médias que vous aimez. 1 euro par mois. À moins que vous soyez vraiment dans une grande difficulté, on comprend. Ça nous permet, nous, toi, de vivre et de continuer, de garder cette force. Parce qu'on a la fibre journalistique, c'est bien. Mais on a les factures. Bien sûr. Bien sûr, c'est une réalité. C'est les dons. Alors, pour l'instant, je ne reçois pas de dons.
Ah, comment Clairement, je n'ai pas de don. Pour l'instant, alors j'ai monétisé la chaîne parce que j'ai pu la monétiser très rapidement, mais la monétisation de YouTube, c'est très très minime. Hein. Ouais. Il faudrait faire des centaines de milliers de vues pour avoir quelque chose d'un peu décent. Donc effectivement, me soutenir, c'est soutenir effectivement mon travail. Donc j'ai fait un lien Tipeee. Soutenir aussi, me soutenir, c'est aussi acheter mon livre aussi. Voilà, quelque part, voilà. Voilà. Attends, je ne vais pas masquer le titre. Vous en apprendrez. Et puis en plus, c'est pas un livre d'actualité, c'est un livre qui peut, qui restera encore des années, quoi. Donc voilà, me soutenir, c'est ça. Et puis après, oui, j'ai plein de projets, hein. Mais c'est vrai que je suis dans une précarité. Alors c'est un choix bien sûr que j'ai pas forcément choisi, en tout cas que ça se passe aussi rapidement. Ça m'a été en quelque sorte imposé, mais ça a été imposé parce que c'est juste et que c'est cohérent avec mes objectifs. Donc effectivement, et puis ce travail, tu fais bien de dire que c'est un métier qui nous anime et c'est une vraie passion qu'on a. Et ce métier, on le fait à la fois avec le cœur, on le fait avec professionnalisme et on ne compte pas ses heures. Moi, je ne compte pas mes heures. Voilà. Et quand une vidéo, si elle est vue que 1000 fois, c'est pas grave. Je me dis, ça a touché au moins 1000 personnes. Mais c'est vrai qu'on a besoin de vous. Alors, je comprends tout le monde. En plus, on est dans la période où tout le monde demande de l'argent. Et moi, ça me gêne profondément. Je vous le dis. Hein. Oui. Ça me gêne profondément. Et je me dis, en quelque sorte, tu vois, ce livre, au moins, il y a un retour. C'est quelque part, vous achetez quelque chose. Quand on fait des dons, on se dit, c'est toujours particulier. On achète du contenu quelque part. Les vidéos, c'est du travail. Il y a une équipe derrière. Mais moi, j'ai personne. Alors moi, j'ai personne. Je fais le montage moi-même. Je fais les vignettes moi-même. Je fais la programmation seule. Je n'ai pas... Alors les grands journalistes, on n'a pas dit, mais ils ont tous des assistants ou des assistantes pour gérer l'emploi du temps. Nous, c'est seul. Et puis des fois, il faut courir après certains invités. Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps et je ne le fais pas. Voilà. Si je lance une première invitation que la personne a envie, ok, on cale ça. Sinon, je ne peux pas. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Puis aussi, j'ai des gens qui me disent, mais pourquoi ? Alors, point très important. Pour quelle raison on retrouve systématiquement les mêmes invités sur tous les médias indépendants ? Eh bien, je vais vous répondre. Je vais tout simplement vous répondre. C'est que les autres ne veulent pas. Bon, on le répète tout le temps. Hein. Voilà, les autres ne veulent pas. Donc, vous retrouvez les mêmes invités parce que eux veulent bien venir et qui sont... Voilà, c'est un échange de bons procédés. Moi, tous les politiciens que j'ai invités, aucun ne veut. J'ai même des gens dans la spiritualité qui me refusent des interviews en ce moment. Et pour quelle raison ? Je n'ai pas de raison. Ils te disent pas ? Ils ne me disent pas. Parce que nous, ça nous arrive aussi à Nexus d'avoir des refus. Et nous disent votre ligne éditoriale ne correspond pas. Moi, ils n'osent pas. Ouais, moi, ils n'osent pas. Ils n'osent pas dire. Voilà. D'accord. Alors pour en revenir à tes besoins, parce qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas d'argent, mais peut-être que je sais pas. Est-ce que tu as besoin de matériel ? Peut-être que des gens ont du matériel qu'ils n'utilisent plus et qui pourrait être utile, du matériel vidéo. C'est sympa. Écoute, un monteur, quelqu'un qui pourrait t'aider à faire du montage et qui a déjà un travail, mais qui a quelques heures à accorder par semaine. Ou... Tu sais, le bénévolat. Alors, et puis je vais revenir sur le matériel. Pour le bénévolat, je suis très mal à l'aise avec ça, pour l'avoir vécu. Vraiment, pour moi, tout travail mérite salaire, sincèrement. Et j'ai deux personnes à côté de moi qui me soutiennent. C'est Rudy, qui travaillait avec moi sur le Média en 4K2, et Jake, qui aussi m'accompagnait en studio. Ils sont là, ils sont présents. Rudy m'a beaucoup aidé pour le lancement de la chaîne, même pour le montage. Je ne veux pas abuser de leur gentillesse. Ils le savent très bien. Pour l'instant, je ne peux pas les rémunérer. Et tant que je ne peux pas les rémunérer, il en est hors de question, en fait, que je leur demande quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Pour moi, ça semble juste. On est passé par ça pendant plus d'1 an et demi, peut-être même 2 ans. On a aidé le Média en 4K2 gracieusement. Tu vois, voilà, donc pour toi, et donc, à ce moment-là, c'était juste. Bien sûr, c'était juste. Donc ça c'était peut être aussi complètement juste. C'était complètement juste.
Et c'est vrai mais que tu as du mal à j'ai- ce que ce soit dans l'autre oui, sens. je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise avec ça, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. On verra Après, peut-être que certains auront des idées qui vont émerger à l'écoute de cette vidéo. Peut-être. Et moi, j'aimerais te demander quel est finalement ton souhait avec la publication de ton livre. Ah, mon souhait, ce serait qu'il soit lu le plus possible, finalement. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il soit partagé avec les personnes qui n'ont pas accès à cette information des médias indépendants. Ça, c'est vraiment véritablement mon souhait. Parce que je sais que les gens qui nous regardent, pour eux, c'est une évidence. Et finalement, peut-être que même... L'offrir pour Noël à notre grand-mère. La vidéo va sortir, Noël sera derrière. sera derrière, mais en pour tout les cas, il peut... anniversaires il peut ou même... Pour une simple lecture, écoute. Bah oui, pourquoi attendre un anniversaire d'ailleurs? Non, pour faire pour des une cadeaux. simple lecture, écoute, non. Lire, c'est maintenir son activité cérébrale et intellectuelle. Donc, non, il peut se lire tout le temps et être partagé un maximum. Voilà. Alors c'est bientôt l'heure de nous quitter. Et avant de se séparer, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Parce que souvent, on se dit « Ah, ça, j'aurais bien aimé le dire », on peut partir avec une petite frustration. Déjà, j'aimerais vous remercier toutes les deux pour votre accueil, pour cet échange aussi. Et puis, ce que j'aimerais dire aux spectateurs qui nous regardent, c'est de vous libérer de vos carcans, de vous libérer de vos croyances limitantes, inculquées des petits, inculquées par l'éducation, inculquées par l'école aussi. Et puis, de vous nourrir intellectuellement. Ça, c'est le plus important. De ne pas croire tout ce qu'on vous dit, même nous, voilà. D'aller chercher, d'aller recouper les informations, et puis de vous ouvrir à la fois au monde de l'invisible, et puis à la fois au monde palpable qui est là. Et puis, n'ayez pas peur. Parce que 2026 risque d'être une année pleine de surprises, à la fois bonnes et moins bonnes. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance. Vous n'êtes pas seul, déjà. Nous sommes très nombreux. Et puis, essayons d'œuvrer pour le meilleur. Je pense qu'on peut le faire. Il faudra tenir bon. Il faudra être endurant. Voilà, ça faut se préparer. Hein. Et puis... moi, j'ai beaucoup d'espoir, même si ça va être difficile, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir en l'avenir et beaucoup d'espoir aussi en ma foi, on va dire. Voilà, ça c'est ce qui m'accompagne chaque jour. Donc voilà, je ne veux pas faire de prosélytisme parce que sinon ça risque d'être très mal interprété, mais c'est tout ce que j'aimerais vous dire. Merci Kate. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sylvie. Merci nos auditeurs. Merci à Lazare. Merci Merci à la à technique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à bientôt. Très belle année 2026 à vous. On vous souhaite le meilleur sur tous les plans, jusqu'au plus profond de vos cellules. Et n'hésitez pas donc à vous procurer. Alors, quand cette vidéo va sortir, ce sera le numéro d'après qui sera en kiosque. Là, c'est le 161. Mais le 162 va sortir le 1er janvier. Et nous vous invitons à vous le procurer à l'unité ou à vous abonner. Abonnez-vous proches pour les fêtes aussi. Pourquoi pas. Et bien commencer l'année 2026. Informez-vous, aimez-vous et à bientôt. À bientôt, merci.